Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la température d'ébullition d'une solution de NaCl concentrée à 0,45 mol par kilo. Alors, dans un premier temps, on va commencer par trouver la variation de température d'ébullition par rapport à celle du solvant pur à l'aide de l'équation mathématique suivante. Donc, on retrouve I qui est le coefficient de Van 't Hoff. KEB, c'est une constante, c'est la constante ébullioscopique du solvant. Ces constantes-là, on les trouve là, évidemment dans des tables. Et puis, on va utiliser M qui est la molalité, donc la concentration du soluté en mol par kilogramme de solvant. Voyons tout d'abord ce qu'est le coefficient de Van 't Hoff et comment le déterminer. Alors, le I, le coefficient de Van 't Hoff, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va représenter le nombre d'unités en solution qui vont être produites par la dissolution d'une seule unité de soluté. Comme on l'a vu, les propriétés colligatives dépendent surtout du nombre de particules en solution, donc c'est important de prendre cette information-là en considération, surtout quand on va parler d'un soluté qui va être un électrolyte. Si on regarde le tableau là, juste en dessous, la première ligne, on parle du C6H12O6, donc ça, il s'agit d'un sucre. Ça, c'est un non-électrolyte. Donc, on remarque que quand on va dissoudre une molécule de sucre, ça va nous donner une molécule en solution seulement. Donc, c'est pour ça que le coefficient de Van 't Hoff pour ce soluté sera de 1. Par contre, si on regarde les deux lignes qui suivent, ce sont deux composés ioniques, donc ça va former des ions en solution. Dans le cas du K2SO4, si on regarde son équation de dissolution, une seule unité de soluté va nous donner 2 ions K+, et un ion sulfate, pour un total de 3 ions en solution pour une unité de soluté. C'est pour cette raison-là que le coefficient de Van 't Hoff sera de 3. Même chose pour le FeCl3, donc une unité de FeCl3 va nous donner un ion ferrure et 3 ions chlorure pour un total de 4. C'est pour cette raison-là que le I est égal à 4. Revenons au calcul de la variation de notre température d'ébullition. On va commencer par déterminer notre coefficient de Van 't Hoff maintenant qu'on sait comment faire. Je dois donc écrire l'équation de dissolution de mon soluté. Dans ce cas-ci, c'est du NaCl. C'est un composé ionique, donc ça me donne des ions Na+, et Cl-. Donc, comme j'ai 2 ions qui sont formés en solution, ça va me donner un I qui est égal à 2. Alors, je vais mettre ça ici. La constante ébullioscopique, je vais prendre celle de l'eau parce qu'il s'agit d'une solution aqueuse. Donc, l'eau est le solvant dans ce cas-ci. Alors, dans ma table, je retrouve 0,512 degrés Celsius kg par mol. Et la molalité, elle était donnée dans l'énoncé du problème, c'est 0,45 mol par kilogramme. J'en profite pour vous dire que si on vous donne l'unité de concentration qui serait différente de celle-ci, il faudrait évidemment le convertir au préalable pour vraiment avoir la molalité en mol par kilogramme de solvant. Alors, si je calcule tout ça, ça me donne 0,46 degrés Celsius. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre solution aura une température d'ébullition qui sera de 0,46 degrés Celsius supérieure à celle du solvant parce que c'est une valeur qui est positive. Une valeur négative signifierait que la température serait plus basse que celle du solvant. On peut le retrouver par calcul. Donc, ici, on sait que la variation de température d'ébullition, ça va être égal à la température d'ébullition de notre solution moins la température d'ébullition du solvant pur. Donc, on a trouvé qu'on avait 0,46 degrés Celsius pour la variation. La température d'ébullition de la solution, c'est ce qu'on cherche. Et la température d'ébullition du solvant, on va chercher celle de l'eau dans la table encore une fois, qui est de 100,0 degrés Celsius. Alors, si on fait le calcul et qu'on isole, la température d'ébullition de la solution serait égale à 100,5 degrés Celsius. On pourrait aussi calculer la température de congélation si on le voulait. La formule qu'on utiliserait serait un petit peu différente. Donc, on utiliserait la variation de température de congélation qui, elle, est égale à moins I fois la constante cryoscopique fois la molalité. Donc, c'est toujours pour... la constante, elle est toujours pour le solvant. C'est juste que celle-ci, elle est propre à la température de congélation. Et bien sûr, ici, à la fin, lorsqu'on viendrait calculer, bien, ça ne serait pas exactement la même formule. On utiliserait plutôt les températures de congélation. Donc, on utiliserait delta T de congélation, qui serait égal à la température de congélation de notre solution, moins la température de congélation normale de notre solvant. Donc, la démarche serait sensiblement la même, c'est juste qu'on n'utiliserait pas les mêmes valeurs de référence pour calculer.